Dans sa version entièrement électrique i408, le crossover coupé de Peugeot propose une combinaison inhabituelle, légèrement compromise, mais plutôt séduisante. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews ici. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Laissez-moi passer la parole à notre présentateur. Colin est parti au volant d'une i408 et cette motorisation entièrement électrique semble parfaitement adaptée à la voiture, fluide et raffinée. Mais il est difficile de ne pas penser au sujet qui fâche ici. Lorsqu'un constructeur commence à parler du nombre de kilomètres que parcourt en moyenne un client de véhicule électrique par jour, soit 45 km, apparemment, dans le segment C, vous savez, les marketeurs se retrouvent avec un produit qui a du mal au niveau de l'autonomie des véhicules électriques. Dans le cas de cette E408, ce chiffre n'est que de 452 km, il n'était en fait pas nécessaire que cette voiture soit ainsi limitée. Apparemment, la batterie longue autonomie de 98 kWh proposée avec le E3008 aurait pu convenir, mais Peugeot n'en a vraisemblablement pas voulu. Cette E408 soit équipée de cette batterie plus grande, avec les inconvénients d'un poids plus élevé et d'un coût supérieur. Donc, à la place, les i408 se retrouvent avec une batterie NMC d'une capacité utile de 58,2 kWh que nous n'avions jamais vue auparavant sur un modèle du groupe Stellantis. Elle est au moins légèrement plus grande que la batterie de la E308 Compact équivalente de la marque, qui, dans sa version mise à jour, dispose désormais d'une batterie d'une capacité utile de 55,4 kWh. Malheureusement, cependant, comme cette E408 est presque 200 kg plus lourde que cette E308, cette capacité supplémentaire ne se traduit pas par une autonomie supplémentaire. En revanche, vous bénéficiez de beaucoup plus de puissance que ce qui est proposé dans la E308, le moteur synchrone monté à l'avant, développant 210 chevaux. C'est 56 de plus, ce qui, avec un couple dynamique de 345 Nm, se traduit par un 0 à 100 km/h en 7,6 secondes. C'est quelques secondes plus rapide que la compacte, mais la vitesse maximale reste limitée à 159 km/h, atteinte uniquement en mode de conduite le plus dynamique des trois. Le mode sport, qui fait passer les petits cadrans virtuels devant vous, a une jolie teinte vert citron. En testant la version thermique de cette voiture, nous avons apprécié sa direction équilibrée et sa maniabilité dynamique. L'effet est accentué par la position de conduite basse et la facilité avec laquelle on effectue des changements de direction d'un simple coup de poignet grâce au minuscule volant. Une partie du dynamisme a été atténuée par le poids du groupe motopropulseur électrique. Mais cela reste l'un des meilleurs véhicules électriques de sa catégorie à conduire sur des routes secondaires sinueuses. Si vous vous demandez comment régler la régénération au freinage, eh bien, cela se fait grâce à de vraies palettes au volant, avec 3 niveaux au choix. Le plus puissant de ces réglages ralentit la voiture de manière notable, mais pas autant que le mode de conduite à une pédale que vous trouverez chez certains concurrents. Passons à la recharge. Cette E408 a une puissance de charge maximale en courant continu de seulement 120 kW. Si on vous dit qu'une Volkswagen ID.5 de 77 kWh se recharge jusqu'à 175 kW et une Mercedes CLA 250+, jusqu'à 320 kW. Vous vous rendrez compte à quel point on est loin du standard de la catégorie. Cela dit, cela ne vous dérangera peut-être pas tant que ça, étant donné qu'elle a une batterie relativement petite pour la catégorie. Cette U408 peut quand même se recharger en courant continu de 20 à 80% en un peu plus de 30 minutes, récupérant 100 km d'autonomie en un peu plus de 10 minutes. Pour optimiser la recharge, le conducteur peut programmer les seuils inférieurs et supérieurs via une section de recharge sur l'écran central. Par exemple, en définissant une charge minimale de 20% et une charge maximale de 80%. Et la recharge rapide en courant alternatif à domicile, cette batterie plus petite y contribue aussi. Comme la plupart des véhicules électriques actuels, cette Peugeot se recharge en courant alternatif à 11 kW si vous avez une alimentation triphasée. Et si vous pouvez, il faudra 6h15 pour une charge complète. Ce sera 7h30 si vous avez une wallbox monophasée de 7,4 kW. À part le travail sur les badges et l'absence d'échappement, il n'y a pas vraiment de moyen visuel d'identifier la E408 par rapport à sa version thermique en concession. Modèle frère. Et c'est exactement ce que souhaite Peugeot, car nous voulions préserver le design et son attractivité selon le directeur produit de la marque, Jérôme Michelin. Son équipe de design pense que cette silhouette est unique.
Mais sommes-nous les seuls à voir des similitudes avec un autre design influencé par G.A. Vidal, la Renault Raphaël? Peugeot balaie de telles comparaisons, décrivant la 408 comme une réinvention de la berline de taille moyenne. Eh bien, elle ne ressemble pas vraiment à une berline vue de côté, c'est plutôt une compacte surélevée façon SUV. Les protections noires des passages de roues et une garde au sol supérieure de 4 cm à la moyenne des compacts renforcent cette impression. Elle mesure 4,69 mètres de long et 1,48 mètres de haut, avec une allure résolument sportive et un coefficient de traînée aérodynamique de 0,29, ça suffit pour l'extérieur. L'intérieur sera-t-il tout aussi avant-gardiste? Eh bien, oui, vous le penserez probablement. Rien n'est vraiment différent d'une 408 thermique, donc tout est très marqué et anguleux. Avec le tableau de bord et la console centrale à plusieurs niveaux, presque tout ce que vous touchez offre un toucher agréable et paraît haut de gamme. Cependant, vous n'obtenez l'effet complet qu'avec l'une des versions GT, qui propose des surpiqûres vertes élégantes et une sellerie partiellement en simili-cuir. La première chose que vous allez devoir décider, c'est si vous pouvez vous habituer au design distinctif du tableau de bord e-cockpit avec son petit volant, au-dessus duquel, et non à travers, vous êtes censé voir les instruments. Les petits compteurs que vous regardez, qui sont de type virtuel affichés sur un écran de 10 pouces, sont également inhabituels. Toutes les informations affichées sont claires et faciles à assimiler. En option sur la version GT ou la finition haut de gamme, l'écran profite des graphismes en 3 dimensions intelligents présents ici. L'écran central fait également 10 pouces, mais il est plus complet et plus informatif, souligné par ce que Peugeot appelle des e-toggles qui servent généralement à contrôler les fonctions de climatisation, mais peuvent être reprogrammés pour d'autres fonctions si vous le souhaitez. Normalement, on s'attendrait à ce que la disposition de cet écran central se prolonge vers la partie inférieure de la console centrale. Mais les concepteurs ont clairement estimé qu'il serait possible de libérer plus d'espace de rangement en séparant cette console inférieure angulaire, avec son petit sélecteur de vitesse à impulsion. Bien, il est temps de jeter un coup d'œil à l'arrière. Eh bien, ce n'est certainement pas ce qu'on peut appeler spacieux ici à l'arrière. Ou du moins, ça ne le sera pas si les personnes assises à l'avant font au moins une taille moyenne. Honnêtement, peu de modèles à haillons similaires font mieux, et les 188 mm d'espace au genou restent raisonnables pour la catégorie. Comme à l'avant, la finition élégante compense bien des choses. Par exemple, l'habillage intérieur de cet accoudoir central tranche avec la médiocrité du segment grand public. Enfin, regardons l'arrière. Le haillon électrique est proposé dès la finition supérieure, mais il n'est pas indispensable. Lorsque le haillon se soulève, vous remarquerez la tablette arrière en 2 parties, la partie la plus proche étant fixée à l'intérieur du haillon. La capacité du coffre est en baisse par rapport à la version hybride auto-rechargeable 145 avec 460 et 11 litres, soit 65 litres de moins, identique à la version hybride rechargeable. Une fois la banquette rabattue, vous disposez de 1545 litres de capacité. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez être un peu confus par ce que Peugeot essaie de faire ici. En termes de positionnement commercial, l'i408 se situe au-dessus des modèles compacts à haillons comme ses cousines Stellantis, la Vauxhall Astra électrique et la Peugeot E308. Mais elle reste trop petite pour concurrencer des véhicules électriques plus chers, et vraiment de taille moyenne comme la Tesla Model 3 ou la Polestar 2. La marque la considère comme un tremplin entre ces deux catégories de voitures. Si vous êtes moins indulgent, vous pourriez la voir comme n'étant ni l'une ni l'autre. Si cela ne vous dérange pas et que vous êtes séduit par son style élancé, ce qui pourrait bien être le cas, la prochaine chose à accepter est l'autonomie de conduite plutôt limitée, ce qui est assez contradictoire avec le fait que cette voiture est le plus à l'aise lors de longs trajets sur autoroute. Avec la batterie longue autonomie plus lourde de l'i-U3008 installée, il aurait été plus facile de recommander cette voiture. On comprend pourquoi vous voudriez une i408. Le style extérieur accrocheur s'accompagne d'un habitacle au design plein de caractère et très bien fini. Et elle offre une sensation de conduite plus sportive que la plupart de ses concurrentes du segment. Il faut dépasser la finition de base pour l'obtenir. Vous voulez un argument ? Si possible, vous verrez qu'il n'y a rien de comparable dans la catégorie.